Alors, finalement, les aires précessionnelles, c'est un argument, si on le prenait à la lettre, tout le monde connaît les aires, c'est un argument qui va entériner de façon absolue la symbolique zodiacale. C'est-à-dire qu'il y aurait effectivement une ère des poissons, une ère du Verseau, une ère du Bélier, une ère du Taureau, etc. Et qu'on connaît. Moi, je trouve que c'est une véritable fumisterie, les questions des aires précessionnelles, personnellement. Je considère qu'il faut essayer d'expliquer comment cette théorie des aires s'est développée, quels sont les fondements de cette ère, de cette théorie. Est-ce que vous y croyez à cette théorie, Jean-Claude Durand? La théorie que tous les 2000 ans on change de symbole zodiacal, etc. Vous croyez que c'est sérieux? Moi je trouve ça. Je sais que c'est une certaine raison d'être, à mon avis. Oui. Donc c'est le genre d'argumentation qui vous pose pas trop de problèmes en fait. Oui. Bon, on peut faire un tour de table là-dessus, mais moi personnellement ça me fait problème, mais j'essaie de comprendre comment cette théorie peut exister, parce qu'effectivement, il faut aussi demander quelles sont les apparences qui peuvent faire croire que. En tout cas, moi ce qui me gêne beaucoup, c'est le fait que le symbolisme zodiacal, qui pour moi est un symbolisme assez peu intéressant finalement, assez peu convaincant, assez peu concluant, que ce symbolisme soit porté au nu, c'est qu'à le dire, par la théorie des airs. Alors, est-ce que ça veut dire que, je discute un petit peu avec Durand, est-ce que ça veut dire que, d'après vous, les symbolismes zodiacaux se seraient imposés à notre propre psychisme, ou est-ce que ça veut dire que c'est les hommes qui auraient choisi des symboles en rapport avec le cosmos? Est-ce que là on est au cœur du problème, est-ce que les hommes ont choisi successivement des symboles pour être en accord avec le cosmos, ou est-ce que ce sont des processus cosmiques qui se seraient imposés inexorablement à la psyché humaine? Je préfère au moins penser que c'est l'homme qui a projeté un peu comme ses inconscients collectifs quelque part, parce que j'ai aucune preuve que, sinon il faut admettre qu'effectivement il y a une organisation, mais je l'admets, j'y crois personnellement, mais enfin je préfère ne pas dire que ça vient de plus haut, hein, que le cosmos est organisé, qu'il y a un Dieu créateur, etc., etc. Bon, c'est ok, c'est peut-être comme ça, hein, mais comme on n'a aucun élément, disons, enfin, à part des livres, des trucs comme la Bible, des choses comme ça, qui peuvent nous donner une réelle validité du sujet, je préfère penser moins que c'est... De toute façon, à mon avis, même si c'est dans le premier cas, il y a une réflexion forcément entre l'homme et Dieu, disons entre guillemets. Je préfère penser que c'est l'homme qui a, au fur et à mesure des temps, peut-être, au départ, il y a peut-être eu une idée directrice qui ne vient pas de lui, hein, mais qu'après, il y a eu une projection... Dans le cas de l'ère du Verseau, par exemple, on n'en est plus à dire que c'est les hommes qui ont choisi le symbolique du Verseau, mais on dit que c'est véritablement une ère qui va s'imposer à l'homme. Par exemple, il y a quand même quand on regarde dans les différentes civilisations, enfin celles qu'on connaît plus récentes, hein, à l'ère du taureau, on voyait dans les pays qui étaient civilisés à l'époque un taureau, autant des premiers chrétiens, ils se représentaient par des poissons. Hein, oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas des symboles que les civilisations se sont choisis en accord avec le cosmos, tout simplement? J'en sais rien, mais comme j'ai aucune preuve... Non, le constat lui-même, bon, le constat, disons, au premier degré, le constat, c'est qu'effectivement, les hommes ont cru bon de se choisir des symboles qui sont en rapport... exprimés, donc qui viennent d'eux, j'ai tendance à penser que ça vient de leur inconscient à eux, mais j'en sais strictement rien. Et comme je ne peux pas être sûr du reste, hein, moi je dirais qu'ils ont été poussés à choisir ça. Donc ça concilie les deux points de vue. Influencés d'une part, et d'autre part, s'ils sont influencés, c'est pour choisir ces significations-là. Alors vous qui êtes historien, influencé, quel est le dossier de ces influences? Alors qu'est-ce qu'on sait de ces influences finalement? Je ne sais pas, on a observé en tout cas, par exemple, en Crète, il y avait le culte du taureau, bien sûr, on connaît l'histoire du labyrinthe, etc. Bon, du temps des Babyloniens, c'était évidemment plutôt l'ère du bélier qui régnait, avec beaucoup
de représentation de Bélier. Oui. Bon. Du temps des pharaons aussi, leur dieu, etc. Noum, bon, le dieu potier qui est représenté avec une tête de bélier quelquefois. Oui. Bon, et puis en effet, comme disait monsieur, l'ère chrétienne, les poissons, c'était un signe de reconnaissance aux poissons. Et vous, Guylaine Janson, vous adhérez à cette théorie des ères qui se changent au niveau symbolique, zodiacal, tous les 2000 ans Ah ben, j'adhère pas, ça c'est... Bon, C'est une observation. C'est un constat. Un constat. Ah bon? C'est ce qui est dit, quoi. Bon. Et on peut avoir votre avis aussi, monsieur Garçon, sur... J'étais pas dedans. Non, mais de toute façon, peu importe, mais quel est votre avis sur la question des ères processionnelles, le passage de l'ère, puisque vous êtes sidéraliste, enfin, je ne sais pas, peu importe, mais de l'ère du taureau à l'ère du bélier, l'ère du poisson à l'ère du poisson. Tout ça, est-ce que ça vous parle? Oui, quand même, hein, ça fait partie de ce que j'ai compris des grands cycles de l'humanité à travers en tout cas ce que l'histoire en retient pour les poissons, les petits poissons pour les chrétiens, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu le bélier et le taureau avant, où on tuait le veau. Donc il y a quelque chose quand même qui est véhiculé par l'histoire et qui porte. Et donc ça, pour moi, c'est aussi un peu une validation. Puis la référence, c'est les étoiles. Les étoiles sont quand même importantes. Donc pour l'humanité, pour l'homme qui est sur Terre et qui lève la tête la nuit, les étoiles parlent. Absolument. Comme le cycle Soleil-Lune, hein, qui nous emmène au 12. Voilà, comme les étoiles les plus importantes. Voilà. Pour ça, je trouve que c'est quand même essentiel. Et de garder ce lien aussi à travers la mythologie. Parce que la mythologie, elle est très riche de tout un tas de choses. Et je suis étonné encore qu'il n'y ait pas... il y a trop peu de livres sur synthétiques, quelque part, sur l'ensemble des mythologies, parce que c'est ça manque. Oui, Quoi, hein. mais déjà, même par rapport à la mythologie gréco-latine, il y a énormément à dire, ne serait-ce que les 12 travaux d'Hercule. 12 travaux d'Hercule, hein, par exemple. Ne serait-ce que ça, le lion d'Aimée, Oui. ainsi de suite. Oui. Il y a toute une interprétation à faire aussi. Et bien voilà, en fait, il y a même plusieurs interprétations selon ce qui est recherché, selon l'objectif affiché par l'être humain dans tel signe, qui peut être un aspect plutôt travaillé, ensuite un autre. De ce point de vue-là, c'est vrai que les travaux d'Hercule d'Alice Baillet sont quand même, je trouve, ceux qui en parlent peut-être le plus complètement, parce que j'ai parcouru un petit peu les travaux dans les mythes grecs. C'est un peu plus difficile. Déjà là, il n'y a pas le lien Rossigne. Oui, c'est à nous de faire. Voilà. Et voilà, il y a des désaccords, parce que dans le livre de Cléa, par exemple, je crois qu'ils mettent les sangliers d'Érymantes dans le Sagittaire, je crois. Et alors que Alice Baillet le met, par exemple, en rapport avec la Balance. Et bon, alors je ne vais pas trancher le débat, mais l'image que Hercule tient le sanglier par les pattes arrière en descendant la colline et que ça provoque une hilarité, j'ai retrouvé ça, moi, un petit peu dans des personnes balance qui parfois dédramatisent aussi par le rire. Voyez, en tout cas, excusez-moi de m'interrompre, mais le sanglier, ça nous renvoie à la fameuse question du porc. Oui. En fin de compte, quelque part, on disait tout à l'heure qu'on constatait l'absence du porc dans le zodiaque, oui. Alors qu'il apparaît dans les almanachs, oui. Mais il est maintenu dans la tradition des travaux d'Hercule. Donc il y a encore tout un travail, je pense... et dans la tradition du zodiaque chinois, d'ailleurs. À faire de synthèse, mais aussi d'interprétation
possible astrologique avec tous les personnages. Et il y a un côté, c'est un travail d'historien aussi, astrologue, mais aussi d'historien. À mon avis, tout astrologue sérieux doit être historien. Parce qu'il brasse des documents. S'il veut en avoir une connaissance, il faut quand même qu'il fasse un travail d'historien, oui. D'archéologue. D'archéologue. Parce que ces documents ont des strates successives et des choses qui se combinent, il faut décortiquer. Alors, comme disait tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, Marie-Christine Boudinot, elle disait que tant qu'à faire, il était préférable de travailler en astrologie avec des documents qui sont éventuellement plus cohérents plutôt qu'avec des documents qui le sont moins. Ça, c'est une sensibilité, quel que soit le résultat qu'on puisse obtenir, parce que vous disiez vous-même, de toute façon, les résultats, on les obtient de toute manière. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on a construit cette théorie. Je ne sais pas si vous savez comment on a construit cette théorie. Quand est-ce qu'elle est apparue, cette théorie en astrologie? Vous savez que les astrologues ne l'ont jamais intégrée avant les années 40, cette théorie. C'est-à-dire que quand Paul Lecourt, au départ, elle n'était pas considérée comme astrologique. D'abord, premièrement, elle était incompatible avec la théorie de l'astrologie tropicale. Et en fin de compte, c'est quelqu'un comme Paul Lecourt, en 1937, justement, il y a 35 ans, on est toujours dans les fameuses... Non, il y a 75 ans, l'année justement où Wirth écrivait le symbolisme astrologique, qu'il a publié un ouvrage qui s'appelait L'avènement de Ganymède et l'ère du Verseau. Mais à cette époque-là, on commençait tout juste à s'intéresser à cette question des airs. Par contre, c'est pour ça que je voulais dire, pourquoi est-ce que je dis ça? Pour dire que l'astrologie récupère des documents qui existent par ailleurs, mais qui dans un premier temps ne sont pas astrologiques. Aujourd'hui, quelqu'un vous dira « Ah, mais l'ère du Verseau, c'est de l'astrologie pure et dure. » Ça fait partie complètement du corpus astrologique, alors que ce n'est pas du tout vrai. C'est entré dans le corpus astrologique dans les années 30 du XXe siècle. Et avant, ça existait depuis la Révolution française. Des gens comme Charles-François Dupuy, comme Volney, qui dans les années 1790 ont publié les premiers ouvrages sur cette question. Et ils les ont publiés dans le cadre d'une théorie des religions, parce que Dupuy, comme vous savez, il a écrit de l'origine des religions, des cultes, l'origine des cultes, ce fameux bouquin, l'origine des cultes. Donc effectivement, c'était la théorie d'un historien des religions et des cultes qui avait pensé, disons, créer une sorte de science du symbolisme des cultes en s'appuyant sur le cosmos. Bon. Donc effectivement, c'est une théorie qui date de la fin du XVIIIe siècle et qui est née en France d'ailleurs. Après, elle a été récupérée par les Américains qui nous l'ont repoussée, qui nous l'ont ressortie. Mais elle est née quand même elle est née à Paris dans les années, juste à l'époque de la Révolution française, avec Volney, Dupuy, Delaunay, etc. Vous voulez dire quelque chose? Une petite incident. Ce qui est significatif tout de même, c'est que Louis XVI, donc le roi de France, le dernier roi de France, la monarchie absolue, a été guillotiné le 21 janvier 1793. Donc ça correspond bien au début, à l'aube de l'ère du Verseau, qui est opposé au signe royal du lion. Voilà. Oui, d'accord. Bon, enfin, ça c'est un problème. Je ne sais pas problème. si ça a été fait exprès. Non, mais c'est... Mais enfin, bon, ça s'est trouvé comme ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est moi, c'est mon cheval de bataille, c'est de comprendre que l'astrologie, elle a intégré successivement différentes traditions, plus ou moins récentes, et que finalement aujourd'hui, on en dit l'astrologie. En réalité, c'est une tradition qui n'a pas été prise tout de suite au sérieux par les astrologues eux-mêmes, et qui finalement n'a été intégrée que dans les années 30, 40, 50, et on a abouti justement à ce fameux bouquin, le colloque sur l'ère du Verseau 77, qui a 35 ans, avec le bouquin qui est paru 2 ans après, Aquarius sur l'ère du Verseau. Votre père était à l'époque encore en vie. Malheureusement, il n'est pas venu à ce colloque, alors qu'il était venu au colloque de 37, justement. Le colloque de l'université. Et alors, donc, finalement, moi, j'aurais terminé là-dessus, parce que ce n'est pas un sujet qui a l'air de passionner, mais je pense qu'il est intéressant parce qu'il nous montre 2 théories de l'astrologie. L'une, les hommes choisissent des repères cosmiques, et ils s'y conforment. Et à mon avis, l'astrologie est née comme ça. On voit des cycles cosmiques,
et on dit pourquoi notre société ne fonctionnerait pas en accord avec ces rythmes cosmiques. C'est comme ça que ça serait né. Et progressivement, les choses se seraient intégrées, mais ces rythmes cosmiques, ils ne se sont pas imposés aux hommes, c'est les hommes qui ont choisi de prendre modèle sur eux. Et même les animaux les plus frustres, à mon avis, quelque part, ça peut paraître bizarre, mais à mon avis, ils ont à un moment donné choisi, ça ne s'est pas imposé à eux, ils auraient choisi eux-mêmes de fonctionner comme ça. C'est-à-dire de se greffer sur une sorte de mécanique comme ça qui leur a apporté un supplément de conscience. Maintenant, pour terminer, la question du bélier et du taureau. Bon, d'abord, ce sont deux animaux qui sont très fréquents. Ce sont des animaux de sacrifice il n'y a rien de surprenant. C'est des animaux qui sont très très fréquents. On les voit dans la Bible. Est-ce qu'il y en a eu d'abord eu le taureau et puis le bélier? Il semblerait qu'en fin de compte, on les ait tous les deux utilisés. Et aussi, ce que je crois, c'est que il y a peut-être eu ce qu'on peut appeler des guerres de religion. C'est-à-dire que telle religion, pour s'opposer à une autre religion, choisit une autre symbolique. Voyez-vous? Donc effectivement, il y a toujours une tendance dans les religions de montrer que la religion qu'on veut rejeter, elle a fait son temps. Hein? La prophétie des papes, c'était dans le même sens, la prophétie des papes de Saint Malachie, c'était aussi un système qui a été construit contre le catholicisme pour montrer que l'ère de la papauté devait se terminer assez rapidement. Donc ce sont des instruments de guerre. Hein? Ce sont des instruments de guerre. La prophétie, tous ces textes-là sont des instruments de guerre. Ce n'est pas du tout innocent. De même que sous la Révolution, si on a parlé d'un changement d'air, c'est parce que sous la Révolution, on voulait aussi affirmer l'arrivée des temps nouveaux. Le calendrier nouveau, l'année nouvelle, etc. Donc effectivement, c'est un outil pour laisser entendre que l'autre a fait son temps. Bon. Et donc je crois que, je ne suis pas sûr qu'il va y aller beaucoup plus loin que ça. Ce sont des polémiques symboliques. Voilà, moi j'ai un symbole qui est nouveau, qui est meilleur que le tien, qui est un vieux symbole. Moi, mon symbole il est plus moderne, donc ta religion, elle est dépassée. Ou alors, comme dans le catholicisme, on a utilisé, on a détourné et déformé certains symboles du paganisme. On construisait les églises sur l'emplacement des temples. Oui, c'est vrai. Et puis, le diable, par exemple, à quoi fait-il penser? Une caricature du dieu Pan, qui était si gênant, le dieu du panthéisme, oui. etc. Les chats ont été diabolisés aussi, on les sacrifiait au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le chat, c'était l'animal de Bastet, la déesse égyptienne, etc. Le veau d'or qu'on a critiqué, évidemment, le veau, c'était en réalité... c'est un culte dépassé aussi. Le culte d'Hathor, oui, mais... C'est le problème de celui qui veut revenir à l'ancien symbole. Et on essaye de symboliser comme ça l'âge des révolus et puis l'âge nouveau. En le détournant, en faisant son profit. Même comme l'encens, qu'on utilise dans les églises, c'était évidemment très en vogue chez les Égyptiens, etc. Oui, c'est ça. Alors, on déforme, oui. On caricature. Alors pour revenir à un sujet qui a été assez mal vécu pendant ces 2 jours, il y a la fameuse question des lunaisons, justement. Cette astrologie solilunaire, elle est beaucoup plus ancienne que l'astrologie des planètes. Hein, les hommes ont compris, voyaient, ne serait-ce que dans le ciel, la nouvelle lune, la pleine lune, ils n'ont pas attendu, ils ont pu construire cette astrologie bien avant qu'on découvre qu'il y avait des planètes et des étoiles dans le ciel. Donc effectivement, ça ne s'est pas fait. Et cette astrologie des 12 signes et des luminaires, elle a perduré dans la nouvelle astrologie. Au lieu de disparaître et d'être évacuée, elle a perduré, d'où les problèmes que nous avons aujourd'hui d'ajuster le système de cette nouvelle astrologie des planètes et des étoiles avec le système solilunaire des lunaisons et le 12 d'un côté, le côté plutôt le 4 et le 8, et donc toutes sortes de problèmes qu'on voit avec les maisons, où il y a 8 maisons, mais qu'on essaie de rajouter 4 maisons pour faire le 12. Enfin, il y a des tas de problèmes de ce genre, et ça empoisonne un peu le débat. Mais en réalité, comme vous dites, c'est quelque chose qui perdure. L'ancienne ère n'a pas été évacuée complètement par la nouvelle ère,
Et donc l'ancienne astrologie, la proto-astrologie, n'a pas été évacuée complètement par la nouvelle astrologie. Et donc, bon, bah, il faut essayer quand même de... Et là, le problème du cycle, la notion même de cyclicité implique justement d'évacuer.